Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage dans ma collection personnelle de souliers. Vous avez été nombreux à le demander, notamment à la faveur de la série que nous avons fait en 4 épisodes sur ma garde-robe personnelle. Mais avant de rentrer dans le détail des modèles, du nombre de chaussures que j'ai, des différents types de patronage que j'ai choisis et surtout les différentes maisons qui ont eu mes faveurs, je voudrais d'abord partager avec vous 2-3 souvenirs. Et le premier souvenir que je voudrais partager avec vous est important pour moi, puisqu'il est sans doute d'ailleurs à l'origine de ma passion pour le soulier masculin et de ma passion pour le style masculin, peut-être d'ailleurs à l'origine de la création de Parisian Gentleman et de discussions sartoriales. Il se trouve que mon grand-père, Maxime, qui s'appelait Maxime, il est mort il y a longtemps, en 1988, était cordonnier, bottier, et il travaillait pour le Cadre Noir à Saumur, qui, comme vous le savez, si vous vous intéressez donc à tout ce qui tourne autour de l'équitation, est l'école nationale d'équitation à Saumur dans le Maine-et-Loire, je crois. Alors mon grand-père, lui, travaillait dans les Deux-Sèvres chez un cordonnier à l'époque, mais comme le Cadre Noir parfois avait trop de travail, notamment pour préparer les bottes sur mesure de ses cavaliers, il leur arrivait fréquemment de sous-traiter les bottes des cavaliers auprès des cordonniers locaux. Et c'est comme ça que mon grand-père a eu l'occasion et le privilège même de travailler sur des bottes d'équitation du Cadre Noir à Saumur, et je peux vous dire que c'était à l'époque le sommet de la fabrication de bottes hautes pour les cavaliers. Et moi je me souviens, j'ai des souvenirs quand même assez précis de mon grand-père, j'avais 4 ou 5 ans, donc j'ai été en contact assez vite grâce à lui avec le cuir, avec l'odeur du cuir, avec l'odeur d'une patine, avec l'odeur du cirage, et je me souviens que j'ai été très jeune, fasciné par le monde du soulier, du beau soulier, de la belle chaussure. Et très très vite, j'ai développé une espèce de passion, presque un amour pour ces objets en cuir qui représentaient pour moi beaucoup plus qu'un simple objet de cuir destiné à marcher. Pour moi, c'était quelque chose qui se rapprochait déjà. J'avais l'intuition, je ne savais pas encore parler d'artisanat à l'époque, mais j'avais l'intuition que ce que je tenais était beaucoup plus, intéressant d'un point de vue intellectuel que simplement une paire de souliers pour marcher. Quand j'étais enfant, j'avais une manie, en fait, qui a fait rire ma famille sur 3 générations, pendant de nombreuses années, qui fait d'ailleurs rire toute ma famille. C'est une histoire célèbre. Vous savez, dans les familles, il y a toujours des histoires célèbres, notamment quand on est gamin, on a des mots d'enfance qu'on appelle, ou des histoires, ou des manies de gamins qui ne nous quittent pas. Et cette histoire a fait le tour de ma famille pendant de nombreuses années. Quand j'allais avec ma maman, quand ma maman m'achetait des nouvelles chaussures, invariablement, bon, d'abord j'allais avec elle pour les choisir, c'était très difficile. Mais surtout, je vous parle de ça, j'avais 7 ou 8 ans, j'étais très très jeune. Je refusais, à chaque fois que j'avais une nouvelle paire de chaussures que j'aimais, que j'avais choisie, je refusais de les porter, au moins pendant une semaine. Pourquoi? Parce que j'avais envie de les admirer suffisamment longtemps sans avoir les semelles abîmées. C'est-à-dire que je trouvais que ces objets étaient déjà pour moi beaucoup plus intéressants et beaucoup plus, représentaient quelque chose de beaucoup plus important que simplement une paire de souliers avec lesquels j'allais marcher. Pour moi, je disais pas encore le mot artisanat, parce que j'étais pas encore assez éduqué sur le sujet, mais je pressentais qu'il y avait derrière ces souliers, et je sortais sans doute d'ailleurs, je viens d'une famille modeste, c'était sans doute des souliers, de bonne qualité. Alors, je sais que ma maman a toujours investi dans des souliers de bonne qualité. Mais bon, ce n'était pas non plus des souliers exceptionnels. Mais déjà à l'époque, j'avais cette intuition qu'une belle paire de chaussures, ça pouvait changer votre vie. Plus tard, en début des années 80, quand j'avais une vingtaine d'années, milieu des années 80, je me souviens également que cette passion, donc vous avez vu, qui était très précoce avec mon grand-père, puis après dormir avec mes souliers, à 20 ans, j'allais le dimanche après-midi, si vous avez lu mon premier livre, Parisian Gentleman, ou si vous avez lu quelques articles sur moi, vous avez sans doute entendu parler déjà de cette petite histoire, mais j'aime la raconter, non pas pour vous montrer ce qu'il faut faire, mais pour vous montrer à quel point ma passion était dévorante et que ce que je fais aujourd'hui, et j'ai le privilège de le faire, qui vient directement d'une passion absolument dévorante qui ne m'a jamais quitté depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Et cette histoire, c'est que j'allais tous les dimanches après-midi, donc rue Marbeuf à Paris, enfin tous les dimanches après-midi, j'exagère un peu, j'allais souvent, mais surtout le dimanche après-midi, regarder, littéralement, je pourrais dire lécher la vitrine de la maison Berluti, qui se trouve exactement en face de la maison Chiffonnier, qui est devenue donc mon tailleur dans l'intervalle. Et pourquoi j'y allais le dimanche? Eh bien, c'est parce que j'étais fasciné, notamment par le fameux modèle Alessandro, vous savez, ce hole cut
3 œillets, magnifiques, sans aucune fioriture. Au début des années 80, je peux vous garantir qu'on n'avait pas souvent vu ça. Et puis, il y avait les patines d'Olga Berluti. C'était quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose qui venait... Je rappelle qu'à l'époque, dans les années 80, il y avait John Lobb, il y avait Berluti. Donc John Lobb pour la clientèle très statutaire, très rive droite, très bourgeoise. Berluti, au contraire, même s'ils étaient rive droite, pour la clientèle plus frondeuse, plus intellectuelle, les gens de lettres, etc. Et puis, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait John Lobb, il y avait Berluti, il y avait un petit peu de Weston, il y avait un petit peu de Churches. Voilà, mais c'était quand même relativement... Et ce qu'a amené Olga Berluti dans le monde du soulier, c'est quelque chose de complètement... qui est d'ailleurs un peu sous-estimé aujourd'hui. On parle de Berluti et d'Olga Berluti comme quelqu'un de très créatif. Non, Olga Berluti a fait mieux que ça. Elle a transformé, dans les années 80, un objet utilitaire, une chaussure, en un objet de désir. Et comment elle a fait ça? Elle a fait ça en ayant quelques coups de génie. Par exemple, la maison Berluti, que j'allais admirer le dimanche après-midi. Et pourquoi le dimanche après-midi? C'est tout simplement parce que le magasin était fermé. Et que donc, ça aurait été gênant pour moi de rester 2 heures debout en regardant une chaussure alors qu'il y avait des gens à l'intérieur. Ça aurait été même plutôt inconvenant. Mais à l'époque, déjà, Berluti, c'était pas un magasin de chaussures, c'était un peu comme un salon. Et quand on rentrait chez Berluti, on ne ressortait pas avec ses souliers. C'était complètement nouveau. On achetait donc des chaussures prêtes à patiner. Et en fait, on revenait 3 semaines ou 4 semaines plus tard pour avoir la patine qu'on avait choisie, qui était faite par des coloristes. Donc, Olga Berluti a complètement transformé le monde du soulier. Elle n'a pas inventé la patine, mais elle a été l'une des personnes qui a le plus popularisé les souliers dits prêts à patiner. Au passage, c'était un coup de génie d'un point de vue commercial, parce que ça vous faisait revenir 2 fois dans la boutique, et généralement, quand on revient 2 fois, et surtout quand on se fait livrer une paire patinée, bichonnée, pour nous, on a l'impression que ça a été fait que pour nous, et on a très très vite envie d'acheter une autre paire, donc c'est commercialement assez génial. Mais surtout, donc Berluti a vraiment transformer le monde du soulier en ajoutant cette touche de glamour et cette touche de rêve et de sensualité presque qui n'existait pas dans le soulier masculin et surtout pas dans le soulier masculin anglais qui était l'un des grands leaders à l'époque du marché, qui était par définition discret, austère, solide, joli, mais sans aucun glamour, comme on dirait aux États-Unis. Mes premières paires de chaussures que j'ai achetées, quand j'avais une vingtaine d'années, 25 ans, j'avais pas les moyens de m'acheter une paire de Berluti, c'est pour ça que j'allais lécher la vitrine. J'avais pas les moyens non plus d'aller encore chez Pierre Cortet et chez d'autres, et donc j'ai commencé par des choses simples mais très belles. Par exemple, le modèle Jinko, la bottine Jinko de chez Eshung. Eshung, que vous connaissez sans doute, c'est une très belle maison de souliers française, et la bottine Jinko, c'est un de leurs modèles, je pense que c'est le modèle emblématique d'Eshung, donc c'est quelque chose de plus casual. C'est une bottine magnifique, indestructible, très belle. J'en ai eu 2 ou 3 paires d'affilée et j'ai beaucoup aimé la Jinko d'Eshung qui était mon premier pas, on va dire, dans le monde du soulier un peu sérieux. Et après, j'ai même eu une paire de chez Stefanobi. Alors Stefanobi, c'est une marque que les puristes et les amateurs, dont les amateurs se souviennent. C'est une marque, je crois que l'usine a été rachetée par le groupe LVMH pour y faire les Berluti. Donc Stefanobi a disparu et c'est à Ferrara, je crois, en Italie. Mais pareil, j'avais une paire de bottines en cousu norvégien de chez Stefanobi qui était assez exceptionnelle. Je ne sais pas si je vais être en mesure de trouver la bonne photo, mais je peux vous trouver la photo du soulier approchant avec un bout carré, enfin assez sympathique. Donc j'ai commencé déjà à m'intéresser avec des choses assez sérieuses. Mais mes 2 premières vraies paires de souliers, alors, quand je dis vraies paires, je veux dire de paires de luxe, vraiment de beaux souliers, je les ai eues dans les années 90, quand j'ai pu commencer à m'acheter des souliers par moi-même. Ma première paire était une paire de Churches Grafton. Alors Grafton, c'est ce fameux derby brogue de chez Church, très célèbre. C'est un emblématique, c'est indestructible, c'est beau. Je l'ai acheté dans une couleur marron gold et c'est une paire que j'ai portée pendant une dizaine d'années. Je l'ai même revendue d'occasion au début des années 2000 quand j'ai commencé à m'intéresser à des choses encore plus sophistiquées. Mais après 10 ans, vous savez que dans le monde de la chaussure, de la très belle chaussure comme ça, il y a un marché de seconde main, si j'ose dire, second pied, je ne sais pas comment on dit ça. Mais, et donc moi déjà à l'époque, dans les années 90, je revendais mes souliers pour pouvoir m'acheter des chaussures encore plus belles et encore plus prestigieuses. Très vite derrière, j'ai économisé, sou après sou, j'ai travaillé dur et j'ai pu toucher le Graal, comme on dit, puisque je me suis acheté une paire de Weston Chasse. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, bon, d'abord la maison JM Weston est une maison absolument éminente et formidable en termes de souliers. Je crois que c'est la plus grosse entreprise de chaussures
Je ne vais pas dire de bêtises, en France c'est sûr, peut-être bien en Europe. Je parle de chaussures de qualité, l'usine est à Limoges, tout est fait dans les règles de l'art, c'est magnifique. Et la Weston Chasse, c'est le seul modèle qui soit encore fait intégralement à la main, c'est un cousu norvégien, magnifique, chez Weston. Et donc j'ai eu cette paire qui coûtait très cher à l'époque, j'ai dû vraiment économiser beaucoup. Cette paire, pareil, je l'ai portée une dizaine d'années, je l'ai revendue, en perdant très peu dessus parce que c'est une Weston Chasse, ça reste une paire complètement emblématique. Pourquoi je l'ai revendue? C'est qu'à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à la grande mesure et à m'intéresser aux souliers de qualité, la Weston Chasse se mariait mal avec les costumes que j'achetais, se mariait mal avec le style que j'essayais de développer petit à petit, un peu plus raffiné, un peu moins, comment dire, décontracté, un peu moins casual, comme on dit aujourd'hui. Et donc la Weston Chasse, que j'adore, d'ailleurs aujourd'hui je serais prête à en racheter une nouvelle paire. Mais à l'époque, elle ne convenait plus à mes goûts, donc je m'en suis séparé. Et je pense que j'aurais dû pas le faire. J'aurais pas dû le faire en réalité, puisque aujourd'hui, si c'était à refaire, je l'aurais conservé. Mais bon, quelqu'un, un heureux Français, est en train de jouir de mes paires de Weston Chasse, parce que je sais que cette paire, normalement bien entretenue, une paire de Weston, ça vous dure plus que votre vie, ça vous survivra. On arrive donc maintenant en 2006. Et en 2006, je suis en train de commencer ma démarche sartoriale. Je suis en train d'envisager d'avoir mon premier costume chez Cifonelli et je décide de réaliser mon rêve. Puisque 20 ans après 1986, donc je vous rappelle, en 1986, je suis rue Marbeuf en train de lécher la vitrine et en train d'admirer ces chaussures complètement ahurissantes, le fameux All Cut Alessandro de chez Berluti. Et bien en 2006, soit exactement 20 ans après, j'ai enfin les moyens de m'acheter ma première paire de Berluti, et ça sera la première paire de ma collection, la collection que j'ai encore aujourd'hui. Donc en 2006, j'achète le fameux Alessandro, donc le All Cut 3 œillets de chez Berluti, sublime, de la gamme Démesure. Donc la gamme Démesure chez Berluti, ce sont des chaussures qui ont été faites en sur-mesure d'abord et qui sont interprétées en prêt-à-porter. Moi, c'est donc du MTO, Made to Order, c'est-à-dire que cette chaussure a été faite pour moi et colorée pour moi, et c'était une expérience inoubliable. Petit point de détail, donc j'ai encore cette paire de chaussures 13 ans après dans mon placard à chaussures. Pour être totalement franc avec vous, c'est une paire qui reste esthétiquement complètement pertinente, fabuleuse même, mais qui n'est pas d'une solidité exemplaire. Donc, je ne vais pas vous refaire un cours complètement sur le montage Blake, le montage Goodyear, le montage Blake Rapide, le montage cousu trait-pointe, etc. Parce que ça a déjà fait l'objet de certains épisodes de nos discussions sartoriales. J'ai beaucoup écrit sur le sujet et j'ai même un livre qui va sortir au mois d'octobre sur le sujet. Un livre en français qui s'appelle Souliers, une passion masculine aux éditions Grune. Je vous dis ça en passant pour la petite histoire, vous allez en entendre parler. Et donc, dans lequel je chronique plus d'une vingtaine de maisons de souliers et qui est un très beau livre. Mais je ne vais pas revenir donc sur tous ces détails techniques, mais quand même, sachez qu'une paire de Berluti, et notamment une paire d'Alessandro de Berluti, c'est un peu comme un bijou, ça ne se porte pas n'importe comment. Si vous avez décidé d'aller à la campagne avec un jean et de marcher dans les flaques d'eau, ou d'aller à la montagne et de marcher dans les résidus de neige qui restent, ne le faites pas avec des Berluti. Parce que c'est du montage Blake, parce que c'est des chaussures extrêmement fines, parce que c'est des bijoux, parce que c'est des chaussures extrêmement, raffinées, mais qui sont plus fragiles qu'un gros montage Goodyear bien solide et a fortiori un montage norvégien. Donc, Berluti, magnifique, sublime, extraordinaire style, un tout petit peu fragile, mais c'est le soulier lui-même qui le veut. Donc ça ne se porte pas n'importe comment. La deuxième paire de ma collection, je l'ai faite en 2007. La même année où je suis tombé dans la marmite bespoke, dans la marmite grande mesure, notamment chez Cifonelli à Paris. Et pour ce faire, je voulais offrir à mon costume Cifonelli, mon premier costume qui était un costume gris, simple, 2 boutons droits. Je voulais une paire de souliers qui aille avec ma nouvelle silhouette, parce que quand vous mettez dans un premier costume pour la première fois de votre vie en grande mesure, vous êtes un autre homme subitement. Et j'avais envie, j'avais mes Berluti qui fonctionnaient très bien, mais j'avais besoin d'une deuxième paire très vite. Et c'est là où j'ai découvert la maison Cortet, Pierre Cortet. Alors, entre Pierre Cortet et moi, Pierre est un ami, bien sûr, je le salue au passage, mais entre la maison Cortet et moi, c'est une histoire d'amour qui date depuis 12-13 ans maintenant. J'adore, et donc je suis tombé en admiration devant le fameux modèle Arca de Cortet. Vous savez, ce fameux
derby, 2 œillets avec cette fameuse languette très graphique. Et pour moi, c'était le plus beau soulier du monde. J'adorais l'Alessandro de Berluti, mais l'Arca Cortet m'a encore plus estomaqué. Et donc, je me suis précipité rue Volnay, chez Cortet. On est en 2007. Et j'ai acheté donc ma première paire d'Arca de Cortet que je possède encore. Elles ont été entretenues plusieurs fois par mon ami Paul Bolten, Paulus Bolten à Paris, qui leur a fait des patines. Elles sont encore au meilleur de leur forme. Vous voyez, presque 2007, 12 ans après, mes Arca, comme vous pouvez le voir, sont encore en excellente forme. Et ce sont des chaussures qui restent pour moi l'un des souliers emblématiques du mouvement sartorial. L'Arca de Cortet, donc c'est ma chaussure numéro 2, en version box marron. Pour ma chaussure numéro 3, j'ai fait un petit détour par le Portugal. Enfin bon, je suis allé chez Marc Guyot à Paris et j'ai acheté à l'époque, Marc designait des chaussures pour Carlos Santos. Alors, Carlos Santos, pour moi, c'est un mystère. Si vous suivez Parisian Gentleman et Discussions sartoriales, vous savez que nous avons recommandé plusieurs fois cette maison qui est au Portugal pour la qualité de sa production, pour le style, mais je ne sais pas pour quelle raison Carlos Santos n'a jamais vraiment percé au niveau du grand public. Bon, les connaisseurs savent que c'est une bonne maison, savent que le rapport qualité-prix est d'excellente qualité, mais pour autant, ce n'est pas une maison qui a encore totalement, qui a réussi à s'implanter durablement dans la tête du public. Et pourtant, ce sont des souliers de toute beauté avec un tarif extrêmement intéressant. Et pour cette première paire, cette deuxième paire, donc, qui sera ma paire numéro 2 de ma collection, j'ai fait ce qu'on appelle un derby avec un V-front. V, donc en V, et le devant en V. Donc comme vous le voyez sur l'image, c'est un derby, et les deux côtés de la zone de lassage forment un V, tout simplement. C'est ce qu'on appelle un V-front, et c'est une très très belle chaussure que j'ai demandé, donc fait partie de la handgrade de chez Carlos Santos, donc le haut de gamme, avec un cambrian, avec une cambrure très pincée, magnifique soulier que j'ai demandé à Marc Guyot, l'avait patiné en pourpre pour moi, en violet, et je suis très content. C'est une très belle paire de souliers qui est toujours dans mon placard. C'est pas celle que je porte le plus souvent, mais c'est une paire de souliers extrêmement réussie. Carlos Santos, paire numéro 2, Derby V-front. Nous arrivons maintenant à ma quatrième paire. Et pour ma quatrième paire, je suis retourné chez Cortet, où je vais rester pour ma paire numéro 4, numéro 5, numéro 6 et même numéro 10. Que j'ai développé, d'abord une relation amicale avec Pierre, qui est devenu un ami, mais surtout une relation de passion par rapport aux chaussures Cortet maison. Parce que je trouve que chez Cortet, il y a je ne sais pas comment l'expliquer, une espèce de chien, comme on dit en français, une espèce de... C'est très racé, c'est très... il y a quelque chose, il y a une âme. Berluti disait « Vos souliers ont une âme », c'est Olga qui était la première à dire ça. Mais chez Cortet, je trouve que chaque modèle, chaque paire, si vous avez l'occasion de visiter leur site, a quelque chose de particulier. Il y a une âme qu'on retrouve nulle part ailleurs, et notamment avec la Cortet, avec l'Arca de Cortet, pardon. Donc la paire numéro 5, après ma Arca, j'ai décidé d'aller vers je voulais un Richelieu classique, avec des perforations. Et donc chez Cortet, il y a un modèle qui s'appelle le Vendôme. Alors j'adore le Vendôme de chez Cortet. Pourquoi? D'abord, c'est un soulier Cortet, donc c'est un soulier qui est très beau, qui est très racé, qui a beaucoup de personnalité, qui a une belle forme, qui est bien travaillé, c'est du Goodyear, tout est très bien fait. Mais surtout, j'adore ce soulier parce que le bout golf, donc c'est un soulier à bout golf, le bout golf est positionné sur le modèle Vendôme extrêmement à l'avant de la chaussure. Et vous savez que si vous avez, par exemple, si vous vous intéressez au monde du soulier, si vous voyez les bouts golf sur des souliers anglais ou sur certains souliers italiens, le bout golf a tendance à rentrer beaucoup sur la tige de la chaussure. Là, le bout golf est mis tout à fait au bout, ce qui fait que ça a l'effet d'allonger visuellement, d'étirer visuellement votre pied et même d'affiner votre pied, votre jambe et votre silhouette en général. Donc c'est un très joli modèle, très sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué qu'il n'y paraît. Et pour cette première paire de Vendôme, parce que j'en aurai 3 dans ma vie, vous le verrez petit à petit, j'ai décidé donc de le faire en couleur marron, avec un médaillon, donc avec un brogue médaillon sur le bout, comme vous pouvez le voir. Magnifique soulier que j'ai encore donc dans ma garde-robe et qui va m'accompagner, j'espère, encore de longues années. Ça, c'est la paire numéro 4. Nous arrivons maintenant à ma paire numéro 5.
Et pour cette paire numéro 5, eh bien, je suis resté chez Cortet, et non seulement je suis resté chez Cortet, mais je suis resté sur le même modèle que j'ai voulu faire en noir. Donc j'ai fait réaliser sur commande, donc en MTO, Made to Order, chez Cortet, une paire de souliers Richelieu Vendôme noir, du même modèle que ma paire marron. La seule différence, c'est que j'ai décidé d'enlever le médaillon sur le bout pour avoir une chaussure encore plus formelle. Parce que vous connaissez donc la recette, le plus vous avez de perforation sur vos souliers, le moins votre chaussure est formelle, ou le plus elle devient décontractée, et inversement, le moins vous avez de perforation sur votre soulier, le plus votre chaussure devient formelle et habillée. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cette paire de Vendôme Cortet noir, puisque j'ai omis le médaillon sur le bout golf. Mais en plus de ça, j'ai demandé à la maison Cortet de me faire les passepoils donc à la feuille d'or. Alors, c'est pas de l'or, hein, c'est de la feuille d'or, ça coûte pas non plus une fortune, mais c'est un joli petit détail pour donner un aspect, d'abord une personnalité particulière à la chaussure, mais également un aspect très formel. J'aime porter ce soulier avec un costume sombre le soir. J'ai d'ailleurs déjà porté ce soulier avec un smoking, même si aujourd'hui j'ai des chaussures spécifiques pour le smoking. Mais donc c'est une paire qui ne m'a pas quitté. Je pense que j'en ai fait l'acquisition en 2008 et je l'ai énormément portée. C'est une de mes paires préférées. Donc paire numéro 5, Cortet, Vendôme, Richelieu Vendôme, noir, avec donc les passepoils à la feuille d'or et sans médaillon. Pour ma paire numéro 6, je suis resté chez Cortet, mais cette fois je me suis un petit peu encanaillé, puisque je suis allé chercher quelque chose d'un tout petit peu plus, un petit peu moins statutaire, un tout petit peu plus, polyvalent, et à la fois avec une très forte personnalité. Donc je suis allé vers le modèle Fantomas de chez Cortet, qui est un modèle qui, revisite ou réinterprète plus exactement ce qu'on appelle la chaussure Gilly. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chaussure Gilly? C'est une chaussure, vous savez, que les Écossais ont tendance à porter avec les kilts, donc avec ce système de lassage extrêmement spécifique. Alors, eux, généralement, portent ça avec un kilt, mais c'est un système de lassage avec des garants un peu particuliers, comme vous pouvez le voir, que Cortet a modernisé et a interprété pour son modèle Fantomas. Alors Fantomas, c'est une référence au fameux personnage de Fantomas avec son masque, et si vous regardez bien le lassage du modèle Fantomas de chez Cortet, vous voyez qu'il y a ces deux ronds qui sont supposés réinterpréter ou faire un clin d'œil donc au masque de Fantomas, d'où le nom Fantomas. C'est une très belle paire que j'ai fait patiner par Paulus Bolten dans une espèce de vert olive avec des petites touches de verre à l'intérieur, très joli, très polyvalent, magnifique. Donc numéro 6, la Cortet Fantomas avec une fermeture Gilly. Chaussure numéro 7 marque un tournant dans ma collection de chaussures, parce que c'est la première fois que je vais m'aventurer sur les terrains passionnants, un peu impressionnants, qui requiert beaucoup de patience, qui est le monde du sur-mesure en souliers. Et donc pour ma première paire en sur-mesure, je suis allé voir la maison Saint-Crispin. Alors Saint-Crispin, qui vous le savez d'ailleurs par ailleurs, Saint-Crispin est le saint patron des bottiers, bourreliers et selliers, je crois, qui était un martyr qui est fêté par les catholiques et les orthodoxes au mois d'octobre et qui est aussi devenu donc le saint patron des bottiers. Et je sais que la maison John Lobb, par exemple, fait chaque mois d'octobre, pour la Saint-Crépin, produit une édition spéciale pour le saint patron des bottiers. Et généralement, c'est un soulier de très haut niveau. Donc, St. Crispin's, puisque c'est comme ça qu'on dit avec un accent anglais, est une maison qui a un showroom à Vienne. Je crois que le siège social est à Vienne en Autriche, mais l'usine est en Roumanie. Et Philippe Carr, qui est un ami que je salue au passage, qui est le patron de St. Crispin, dirige cette maison, voyage dans le monde entier. Et c'est une maison qui, petit à petit, à force de beaucoup de voyages, d'abnégation et beaucoup de travail de Philippe Carr et de son équipe, a commencé à s'imposer dans le monde des amateurs de souliers de très haute qualité. Et une paire de St. Crispin, c'est assez facile à expliquer. D'abord, c'est une paire qui est faite intégralement à la main, puisque dans la petite usine qui se trouve à Brasov en Roumanie, l'équipe de Philippe Carr, chez St. Crispin, donc, réalise tous les souliers strictement à la main. Il n'y a pas une seule machine. Et contrairement à beaucoup de manufactures de souliers, chez St. Crispin, ils ne font jamais les souliers par série. Ils font toujours les souliers à la pièce. Alors évidemment,
c'est pour plein de raisons. C'est parce que c'est en Roumanie, parce que le coût du travail est moins cher, mais parce que aussi en Roumanie, il y a une énorme tradition bottière. C'est pas quelque chose qu'on est venu, on n'est pas venu installer une usine en Roumanie pour payer les gens moins bien et moins de charges sociales. Non, non, non. C'est une usine qui existait depuis très très longtemps. Et en Roumanie, il y avait une grande tradition au niveau du soulier. Et donc, cette usine travaille comme elle a toujours travaillé, c'est-à-dire strictement à la main et pièce par pièce. C'est-à-dire que chaque soulier est unique et fait l'objet d'une fabrication unique. J'ai fait donc avec Saint-Crispin, comme vous pouvez le voir, un très beau soulier qui est un Richelieu bimatière, vert, avec un bout droit rapporté, sublime, magnifique. C'est peut-être un des souliers qui a le plus de personnalité dans ma collection et je suis très content. Et au niveau du sur-mesure, j'ai commencé à goûter ce que ça voulait dire. Alors, Saint-Crispin ne fait pas du bespoke exactement, puisque la forme de mon soulier, je l'ai choisi, mais sur la base de formes existantes. C'est-à-dire que le bottier n'a pas exécuté une forme à partir d'un morceau de bois pour moi, ce qui est le cas dans du vrai, enfin on va dire dans du bespoke de très très haut niveau, dans du sur-mesure. Mais ce que Saint-Crispin fait, c'est très très proche du bespoke. Simplement, c'est un petit peu plus abordable puisqu'on part d'une forme existante qu'on va adapter à vos mesures. Mais ça reste du très très haut niveau, c'est sublime et c'est une très très belle maison. Donc numéro 7, un Richelieu bimatière vert à bout droit rapporté par la maison Saint-Crispin en Roumanie. Pour ma paire numéro 8, je suis allé voir, ça fait longtemps que j'y pensais, ça fait longtemps que j'en rêvais même, je peux vous le dire. Je suis allé voir mon ami Tony Gaziano, chez Gaziano & Girling. Quand je suis allé le voir, c'est que j'ai fait l'acquisition de cette paire à la faveur d'une visite que l'on a fait avec Sonia de l'usine Gaziano & Girling à Kettering. Puisque il y a quelques années maintenant, Gaziano a réussi à construire sa propre usine pour faire les souliers comme ils l'entendent. Et c'est à Kettering, à côté de Northampton, vraiment dans le berceau du beau soulier masculin anglais. Et pour ma première paire de Gaziano & Girling, j'ai décidé d'aller vers une gamme qui me fascine, qui est la gamme Deco. Alors, qu'est-ce que c'est que la gamme Deco ? Vous savez que, ou vous ne savez peut-être pas, mais Tony Gaziano et Dean Girling sont deux bottiers. Donc Gaziano & Girling, c'est une des maisons qui est dirigée par deux bottiers, deux vraiment bottiers mesure, qui ont fait leurs armes chez George Cleverley, chez Edward Green pour Tony Gaziano, donc des bottiers de très très haut niveau. Mais en plus, Tony est un formier. Et avoir un formier de cette compétence et de cette classe dans une entreprise, ça change tout. La gamme Deco, pour cette gamme, Tony s'est inspiré donc des chaussures des années 30 et 40. Et avec ces cambrures extrêmes, avec, vous savez, la cambrure, le moment sous la semelle, où la semelle est la plus fine, sur une paire de Deco, et ce qu'on appelle des lisserondes qui sont travaillées à la râpe. Donc c'est vraiment des souliers qui impliquent énormément de travail à la main, mais qui surtout ont une espèce de... comment dire, espèce de feeling très années 30, années 40, avec des souliers très fins comme ça. J'ai fait avec Tony Gaziano pour cette première paire chez lui, un Richelieu, toujours, à bout rapporté, sans aucune perforation. Donc pour moi, l'un des sommets du soulier formel, noir, sans aucune fioriture, très beau. Et c'est sur ce type de soulier que l'on découvre la qualité de la forme, la qualité du formier, la qualité de l'exécution, et c'est un soulier qui demande énormément de travail à la main. Donc la gamme Deco, formidable, je suis extrêmement content de ce soulier. Même chose, sa forme est tellement étirée que ça allonge votre silhouette, c'est vraiment du très très beau soulier. Donc soulier numéro 8, un Richelieu à bout rapporté sans aucune perforation de chez Gaziano & Girling de la ligne Deco. Pour le soulier numéro 9, je suis resté en made to order et d'ailleurs même en sur-mesure, mais en made to order chez Paolo Scafora à Naples. Alors, c'est marrant parce que quand on pense à Naples, on pense à mocassin, on pense à soleil, on pense à costume déstructuré, on pense à, comment dire, costume sans doublure, on pense au soleil, on pense à la mer. Et ce qui est étonnant, c'est que Paolo Scafora, avec son équipe, a développé un savoir-faire et que dis-je, même une expertise extraordinaire dans le monde du soulier norvégien. Alors sans rentrer dans les détails techniques, qu'est-ce que c'est qu'un soulier norvégien? C'est un soulier qui est très costaud, qui est fait comme son nom l'indique pour les pays comme la Norvège où il pleut beaucoup, où les conditions sont un peu rudes. Et donc c'est des souliers qui sont construits pour durer, c'est leur première fonction. Pour autant, comme vous pouvez le voir, le soulier que Paolo Scafora a fait pour moi est un soulier de toute beauté.
qui d'ailleurs fait l'objet de plusieurs pages dans mon livre Italian Gentleman et dans mon prochain livre, donc Soulier. Je sais que je montre 2 pages sur ce soulier spécifique, qui est un haul cut, donc une fois encore, parce que j'adore cette figure de style, mais avec ce qu'on appelle un bout simulé, et même les éléments de patronage sur la tige sont simulés. Vous voyez qu'il y a comme des bourrelets, mais en fait la couture est inversée, c'est-à-dire que la couture est faite depuis l'intérieur, ce qui est un geste technique extrêmement compliqué à réaliser, mais que Paolo Scafora maîtrise absolument à merveille. J'ai porté ce soulier des centaines de fois, littéralement. Et je sais que ce soulier va avoir besoin, ça fait quoi, 5 ou 6 ans que je l'ai maintenant, 5 ans, ce soulier, j'ai dû le porter au moins 300 fois. Je n'ai pas encore changé la semelle, je vais le faire ressemeler, mais c'est un soulier qui va, avec un peu d'entretien, en le mettant sur forme, tous les jours après l'avoir porté, et en l'entretenant correctement, en nourrissant le cuir et en changeant la semelle de temps en temps, je sais que c'est un soulier qui m'accompagnera toute ma vie. Et c'est vraiment un soulier d'une extraordinaire polyvalence, puisque je l'ai porté avec des tenues très chics, avec des jeans, avec n'importe quel type de, comment dire, avec des pantalons de flanelle, ça marche absolument partout. Faites juste attention à la tonalité, à la couleur, mais sans ça, ce type de soulier est absolument génial et d'une polyvalence absolument extrême. Donc soulier numéro 9, c'est certainement le soulier que j'ai le plus porté dans ma vie, et je tiens à le dire, c'est donc un roll cut à couture inversée, donc avec un patronage simulé, donc fait à l'intérieur de la chaussure par Paolo Scafora à Naples. Ma chaussure numéro 10, qui va conclure cette première partie, consacrée donc à ma collection de souliers, je suis retourné à la maison, chez Cortet, puisque j'avais envie de faire mon premier soulier à boucle. Et alors vous savez, c'est la grande fureur aujourd'hui, tout le monde adore le double monk, ce qu'on appelle les doubles boucles, ils adorent les porter avec au Petit-Aumont, on voit des centaines et des centaines de doubles boucles qui sont portées généralement avec l'une des boucles non bouclées, ouvertes. Bon, moi personnellement, je ne suis pas un grand fan du double boucle, je préfère nettement le simple boucle. Et donc je suis allé chez Cortet, et pour mon premier modèle à boucle, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un modèle jouvette, à boucle, donc qui ressemble un peu à l'arc à boucle, mais qui n'est pas exactement pareil au niveau du patronage, mais c'est un très joli soulier, très simple, avec beaucoup de personnalité, et qui est pour moi encore plus polyvalent que le double boucle, parce qu'un simple boucle peut devenir extrêmement formel, alors qu'un double boucle est immédiatement un tout petit peu plus funky, sartorialiste, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu plus show-off, comme on dit en anglais, alors qu'un simple boucle peut être très chic, extrêmement élégant, et donc c'est ce que j'ai fait avec ce très très beau soulier de chez Cortet, donc un jouvette simple boucle. C'était mon soulier numéro 10, on arrive donc à la fin de cette première partie consacrée à ma collection de souliers, et je vous donne rendez-vous pour la seconde partie où nous allons continuer notre voyage au sein de ma collection de chaussures personnelles. À bientôt.